Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci de nous retrouver pour cette 5e séance du séminaire Turing. Aujourd'hui, nous accueillons Simon Koum, qui est doctorant à Télécom, membre du Centre pour la sécurité de l'IA, et doctorant sur la représentation symbolique du savoir. Donc faites un tonnerre d'applaudissements pour Simon. Et je crois que la séance va vous plaire. Merci beaucoup. Merci et bonjour à tous. Quelques points d'abord sur... il est évident qu'il y a au moins une fois dans cette séance où je vais oublier de parler dans le micro. Faites-moi de grands signes paniqués à ce moment-là. Voilà. À part ça, si vous avez des questions à n'importe quel moment ou même des objections, ce genre de choses, n'hésitez pas. Parce que... Ah, premier problème technique, c'est rapide. Voilà, super. Nous aurons de toute façon un temps de discussion à la fin, donc si vous posez des questions qui demanderaient trop de temps pour y répondre, je les note d'un côté, nous en parlons à la fin. N'hésitez surtout pas. Si quelque chose vous paraît pas clair, soyez certain qu'il y a quelqu'un d'autre dans la salle à qui ça ne paraît pas clair non plus, et que donc vous rendez un service en demandant une clarification. Donc, nous allons commencer par une présentation des concepts principaux. C'est le moment pour lequel vous aurez vraiment besoin de vous être concentré parce que sans ça, vous aurez du mal à comprendre ce qui suit. Et ensuite, une fois que nous saurons ce que c'est que le Scalable Oversight, que je traduis maladroitement par vérification qui passe à l'échelle, nous pourrons voir à tour de rôle plusieurs méthodes sur le sujet avant de prendre les questions. Quoique, comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à en poser pendant. Donc, si vous devez vous concentrer un seul moment et que vous avez passé le reste du temps sur votre portable, plutôt maintenant s'il vous plaît. Donc comme je l'ai dit, le bloc le plus important, une énumération et discussion à la fin. Ah. Donc, Scalable Oversight, le premier terme qui nous intéresse, Oversight, ce sera le fait de juger de la qualité des réponses et du comportement d'un modèle, d'une IA, j'utiliserai le terme, afin de la contrôler. Il y a a priori deux directions principales que cela peut prendre. La première, c'est de donner des signaux d'entraînement. Donc c'est le fait d'obtenir à la fin de l'entraînement un système qui se comporte de la manière dont nous souhaitons. Et la deuxième, c'est de mettre en place une dynamique dans l'usage, des vérifications potentiellement ou un carcan qui nous permet d'assurer que le comportement que nous ayons nous convienne, malgré le fait que le modèle en lui-même ne nous satisfasse pas complètement. Parce qu'il n'est pas digne de confiance sur certains points, parce qu'il commet des erreurs qui sont inacceptables pour une application critique, ce genre de choses. Le deuxième concept, pour Scalable Oversight, donc la Scalability, ce sera juste le fait que les méthodes que nous déployons continuent de marcher si nous avons des systèmes qui sont plus intelligents que nous. Ici, trois notions de superintelligence. La première, superintelligence restreinte ou étroite, le fait d'être meilleur que la plupart des humains. Un exemple pour ça, ce serait un système de traduction à la Google Trad. Google Trad est très clairement meilleur que moi à traduire vers le chinois, parce que je ne parle pas chinois. Il n'est pas meilleur que quelqu'un qui parlerait français et chinois couramment à faire cette traduction. Donc elle le fait être meilleur que beaucoup d'humains, la plupart des humains, mais pas tous. Ensuite, il y a le fait d'être juste sur un père intelligent, toujours à une seule tâche. Ce sera cette fois-ci quelque chose qui est meilleur que tous les humains. Un exemple classique ou basique, une calculatrice. Une calculatrice, c'est pas quelque chose qu'on qualifierait d'intelligent, mais ça compterait quand même comme une forme de superintelligence pour l'addition. Pour l'addition de nombres entiers, aucun humain ne bat une calculatrice. Et troisième notion que je n'évoque ici que pour nous dire que ce n'est pas ce qui nous intéresse, la superintelligence générale, donc le fait d'être une intelligence générale qui est plus intelligente globale que les humains. Ici, ce n'est pas la question. Ou en tout cas, a priori, pas la question majeure. Je désire plutôt que vous ayez en tête que nous nous intéressons à des tâches relativement précises. Complexes, générales peut-être, un diagnostic médical ou faire de la recherche, concevoir des processeurs, faire de la sécurité informatique, ce genre de choses. Mais il n'y a pas ici cette idée d'intelligence générale, juste de la superintelligence à des tâches. Et donc, Scalable Oversight, le fait d'obtenir des comportements satisfaisants de la part des systèmes d'intelligence artificielle avec des méthodes que nous pensons pouvoir utiliser sur des systèmes qui sont plus intelligents que nous.
à des tâches. Et a priori, il y a deux manières de faire ça, comme je l'ai mentionné un peu plus tôt. Soit concevoir des systèmes qui nous satisfont dans leur fonctionnement, qui sont de nature à avoir les comportements que nous voulons, donc de nature à dire la vérité, à réussir suffisamment bien leur tâche, à savoir dire je ne sais pas quand ils ne savent pas, ce genre de choses. Soit mettre en place des carcans, mettre en place du contrôle, de la vérification. Une hypothèse qui peut être importante, c'est celle sur laquelle la vérification des tâches est plus facile que la réalisation des tâches. C'est une hypothèse qui est a priori souvent vraie dans les tâches qui nous intéressent. On prend l'exemple du Sudoku. Je vous montre ici une grille de Sudoku. À part si vous êtes de très grands aficionados du Sudoku, il y a peu de chances que vous le réalisiez là comme ça de tête. Ça prendrait un petit peu de temps. Vous pouvez probablement le faire, mais voilà. C'est un puzzle, il a sa difficulté. Si je vous donne les réponses, il est beaucoup plus facile de vérifier que cette réponse est valide. Ça prend un peu de temps, c'est un effort aussi. Ce n'est pas entièrement trivial, mais c'est beaucoup plus facile que de savoir trouver la solution du Sudoku. Donc là, c'est un cas d'application pour lequel il est effectivement plus facile de vérifier une réponse que de la générer. Il y a beaucoup de choses qui marchent comme ça. Donc, si je prends l'exemple de trouver une preuve pour un résultat mathématique, donc ça, avec le Sudoku, ce sont des choses relativement formelles, précises. Mais il y a également beaucoup d'autres choses de notre quotidien qui sont plus faciles à évaluer qu'à décrire. Par exemple, jouer de la musique. Je suis personnellement parfaitement incapable de vous composer un morceau de musique. Cependant, je suis capable de vous dire si un morceau de musique est au moins dissonant ou non. Il y a quelques tâches qui ne marchent pas de cette façon. Alors ici, comme exemple, la conjecture mathématique. C'est-à-dire qu'il peut être plus facile de trouver une affirmation mathématique qui soit valide, simplement par l'étude d'un pattern, par le fait d'avoir vu suffisamment d'exemples pour s'être à peu près convaincu qu'il y a des chances que ce soit vrai, qu'il n'est facile de vraiment prouver la conjecture. Ce n'est pas toujours le cas, il y a des conjectures qui sont difficiles à formuler et relativement faciles à prouver une fois qu'on les a, mais il existe aussi des conjectures qui se voient en fait assez vite, mais qui sont difficiles à prouver. Autre exemple plus issu de la vie courante, le fait de lire des émotions. Les humains sont notoirement plutôt bons à repérer des émotions sur un visage. Cependant, expliquer pourquoi une émotion a été lue, justifier du raisonnement, bref, vérifier que effectivement ça c'est un visage qui indique telle ou telle émotion, de la joie, de la tristesse, ce genre de choses, c'est une tâche très difficile. Une dimension légèrement orthogonale, mais pas tout à fait, le flou. À quel point une tâche est floue. Donc il y a une tendance à ce que des tâches qui soient plus précises soient aussi plus faciles à vérifier, parce que nous avons une définition de ce que ça veut dire avoir réalisé la tâche. Ce n'est cependant pas une nécessité. Mais donc une tâche, alors une définition approximative ici, une tâche est floue s'il est difficile de la définir. Et vous avez une fois de plus quelques exemples, mais bon ça je pense que c'est un concept qui passe un peu plus vite. C'est-à-dire une tâche qui n'est pas floue, faire un Sudoku. On a une bonne définition de ce que ça veut dire avoir résolu un Sudoku. Une tâche qui est plus floue, justement, faire de la musique. Enfin, faire de la bonne musique. Petit mot sur la notion d'alignement, que j'en suis sûr vous a été déjà expliqué dans une séance précédente de ce séminaire. Ok. En ce qui me concernera ici, on parlera d'alignement soit pour le fait de s'assurer qu'un système soit honnête, donc le fait d'avoir un comportement qui traduise l'état interne du système, quoi que ça veut dire, soit pour le fait d'avoir un système qui s'applique effectivement à réaliser une tâche. Alors, un exemple de ce que pourrait vouloir dire ici, si vous entraînez un système à vous répondre à des questions sur la base de votre propre signal de classification, vous entraînez a priori plutôt un système à vous dire ce que vous avez envie d'entendre sur ces questions. C'est le problème de la flagornerie. Ça compterait ici comme un problème d'alignement. Donc, un peu de la même manière que j'avais restreint plutôt ce à quoi nous nous intéressons en termes de superintelligence, je restreins ici ce à quoi nous nous intéressons en termes d'alignement. Pour vous, ce sera beaucoup ici le fait de faire qu'un modèle, qu'un système, quel qu'il soit, s'applique à une tâche de la manière qui nous intéresse. Donc ça peut être le fait d'enseigner une tâche à un modèle plus générique, typiquement le fine-tuning de modèles de fondation, si le concept vous parle. Une hypothèse qui sera utilisée
pour pouvoir faire des cas d'études. Et c'est selon laquelle on peut simuler une situation où quelque chose de relativement restreint, comme un humain, enseigne à une entité plus large, en utilisant des modèles de faible qualité pour entraîner, pour guider, pour vérifier le comportement de modèles de plus haute qualité. Donc, ici, nous utilisons la situation numéro 3. Typiquement ici, imaginez que ça c'est GPT-2, ça c'est GPT-4, comme allégorie pour le fait d'entraîner quelque chose de plus intelligent que des humains. Encore une fois, pour les tâches qui nous intéressent, avec juste le niveau humain. Et donc, l'idée est que cette analogie permet de réaliser des expériences, d'avoir un cadre qui ressemble un peu au genre de choses qui nous intéresseraient à terme. C'est une hypothèse que vous pourriez vouloir discuter. Ceci conclut la partie pour les concepts dont j'ai vraiment besoin que vous soyez souvenus pour la suite, ou sans lesquels vous risquez d'un peu mal comprendre ce qui va se raconter. Je vais passer en revue. D'abord, la notion d'oversight, donc la vérification. Ce sera le fait de surveiller, de chercher à contrôler un système d'intelligence artificielle en ayant du contrôle, de la vérification, un jugement sur ses comportements, ses résultats. Deux approches principales. La première, l'entraîner de manière à ce qu'il ait le comportement que nous voulons. La deuxième, le surveiller ou le limiter. On dira de l'oversight qui est scalable, qui passe à l'échelle, uniquement si nous pensons que les techniques que nous avons employées se traduiraient bien pour un système qui nous dépasse, notamment potentiellement pour des systèmes qui sont suffisamment intelligents pour réaliser des tâches que nous ne savons pas réaliser, et donc pour lesquelles nous n'avons pas d'exemple positif. Pensez ici à réinventer les processeurs de manière à ce qu'ils soient vraiment plus performants ou qu'ils aient des structures très différentes de celles que nous connaissons. L'hypothèse de difficulté de vérification, donc ça c'est juste le fait qu'il est parfois, souvent plus facile de vérifier qu'une tâche a été accomplie qu'il n'est facile de réaliser la tâche, mais encore une fois, ce n'est pas toujours le cas. Le flou, voilà, le simple fait que des tâches sont floues, et que cela fait au moins intuitivement une grosse différence entre une tâche pour laquelle nous pouvons définir ce que c'est qu'un résultat, typiquement une tâche purement mathématique pour laquelle nous pouvons même implémenter du code qui vérifie un résultat. Donc on peut penser ici aux assistants de preuve qui savent lire une formalisation d'une preuve mathématique et nous dire si elle est correcte ou non, contre des tâches qui, elles, sont floues, pour lesquelles nous n'avons a priori pas de moyen de définir ainsi une vérification parfaite de savoir si la tâche a été accomplie ou non. Ici l'exemple, jouer de la musique qui soit plaisante à l'oreille humaine. Alors nous pouvons demander à des humains pour vérifier, mais ça c'est différent. Et enfin, l'hypothèse sur laquelle nous allons pouvoir faire des expériences en généralisant les résultats que nous obtenons sur de petits modèles à une situation où nous avons des modèles qui sont beaucoup plus intelligents, beaucoup plus compétents, mais toujours dans le même rapport de force que ceux que nous cherchons à avoir dans nos expériences avec les petits modèles. Et avant de passer à la suite, j'aimerais savoir qui a l'impression d'avoir très bien compris tout ce que j'ai dit sans difficulté, que je parlais de choses simples jusqu'à présent, tout va bien. Ok, super. Est-ce qu'il y a une notion particulière, un terme que j'ai employé qui n'était pas connu parce que j'ai supposé qu'il avait été expliqué dans les sessions précédentes, mais ce n'était pas le cas? Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça? Est-ce que quelqu'un peut relever quelque chose que j'ai mal expliqué, un moment où ma langue a fourché et j'ai dit quelque chose de faux? Rien, tout le monde est content? Eh ben. Donc la première technique que je vais vous présenter, c'est celle de Safety by Debate, donc le fait d'organiser un débat entre deux intelligences artificielles. La motivation de base, comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, c'est le fait que si nous avons un système qui a été entraîné à répondre à nos questions et auquel nous donnons en phase d'entraînement des réponses qui nous conviennent, alors en fait nous l'entraînons à répondre ce qui nous convient à nous. Bref, nous avons créé ce qu'on appelle de la flagornerie. Une solution évoquée à cela, c'est de dire qu'il est relativement envisageable, au moins, j'ai failli dire facile, mais je n'ose pas, mais relativement envisageable
d'entraîner un système à chercher à gagner un débat. C'est-à-dire qu'on lui donne à l'avance son camp et qu'il ne sera récompensé que si le camp qui lui a été donné gagne. Et ensuite, il a toute la liberté d'argumenter comme il le souhaite pour cela. Bien. Si nous pouvons faire cela, une idée serait de prendre deux modèles sur une question binaire. On leur donne un camp à chacun et ils argumentent l'un avec l'autre. Nous avons un juge. On peut imaginer que le juge soit un humain, qui est en charge d'écouter les allers-retours, le débat entre les deux modèles, qui peut être plus ou moins cadré, et ensuite de décider d'une réponse. Donc l'idée ici serait que, à chaque fois que nous avons poussé un des modèles à mentir, à utiliser un argument fallacieux, il y a une autre entité d'égale compétence, si on suppose que les deux modèles qui s'opposent sont des instances du même, qui cherche à justifier de la position inverse et qui donc a intérêt à faire remarquer les erreurs, à montrer des preuves pour ce qui est factuel et qui a été dit de faux, bref, à démonter les arguments fallacieux ou le raisonnement invalide qui a été créé. Une hypothèse centrale de cette approche, bien sûr, c'est que le modèle qui s'avère défendre le camp de la vérité va avoir une sorte d'avantage dans la confrontation. Parce que ce qui nous intéresse a priori quand on fait cela, c'est d'obtenir un système qui, en tout, produise plus de vérité que de faux, soit informatif pour nous. Et donc, nous espérons que si nous nous plaçons en juge, typiquement, que nous prenons deux modèles en opposition auxquels nous avons donné les deux questions antagonistes sur un sujet binaire et que nous les laissons débattre pour juger, à la fin, nous avons plus de chances d'avoir été convaincus de la vérité que le contraire. Voire, pour des applications critiques, nous voudrions que la vérité soit très fortement avantagée, qu'il soit presque certain qu'à la fin, la vérité triomphe. On trouve dans cette idée quelque chose d'assez similaire à un procès, c'est-à-dire que aucun des membres du procès n'est vraiment supposé être impartial ou donner une réflexion qui soit pure. À la place, ce que nous prenons, c'est plusieurs entités biaisées qui sont en charge chacune de démonter ce que l'autre dit de faux, pour arriver, on l'espère, à une vision finale qui soit honnête, claire, et surtout qui défende la bonne position. Pour cela, a priori, nous aurions besoin de bons juges. Plusieurs approches peuvent s'envisager. Entraîner des humains à être de bons juges, donc l'approche du système juridique. Utiliser des experts de domaine, donc si on suppose que le fait d'avoir de la compétence technique sur un sujet, quand il y en a, pensons par exemple à un diagnostic médical, soit quelque chose qui suffise à faire un bon juge, ou utiliser des modèles comme juge, et donc là la même question se pose mais pour les modèles. Excusez-moi. Comment est-ce que nous faisons pour obtenir qu'un modèle soit un bon juge ? Dans un premier temps, si nous cherchons à entraîner des modèles en tant que juges, ce que nous pouvons faire, c'est utiliser la vérité ou de véritables juges, donc des humains experts du modèle, des humains experts de la situation, pour juger des résultats des juges. Donc dans ce cas-là, la situation de base utilise 3 entités, 2 qui discutent, une qui juge, et si nous voulons tester ce phénomène et essayer en plus d'entraîner les juges, en fait nous passons à 4 entités, 2 qui discutent, une qui juge, et le processus dans son ensemble. Si nous avons entraîné ce genre de choses, nous pouvons envisager de nous servir d'un des camps tout seul. Ça permet d'expérimenter une chose qui est à quel point en fait est-ce que le fait d'avoir une entité qui argumente pour un des camps favorise l'obtention de vérité. Donc on peut au moins se dire que ça devrait favoriser quand l'entité argumente pour ce qui est vrai. Ça d'accord. Et a priori ça défavorise forcément quand l'entité argumente pour ce qui est faux. Bon. Cependant, s'il s'avère que même en l'absence d'une opposition, l'argumenteur a un avantage s'il cherche à convaincre le juge de quelque chose qui s'avère être vrai, même ce setup améliore les choses en moyenne. Et ensuite, nous avons le débat, qui est ce que je vous ai expliqué juste avant. Donc cette idée que nous voulons avoir 2 entités qui argumentent pour les 2 camps avec des compétences égales. Il semble intuitif que cela soit plus efficace que la simple consultation. Mais après tout, on peut tout à fait envisager que si vous demandez à un système de l'assistance, vous vous estimez souvent capable de repérer si ce qu'il a dit est vrai.
Je dirais que c'est la manière que nous avons le plus souvent d'utiliser actuellement un modèle de langage si vous demandez à ChatGPT de vous donner du conseil sur quelque chose ou de faire des suggestions. Vous lui posez des questions, il répond, vous jugez du résultat, vous jugez de sa réponse. Très bien. Quels problèmes pourrions-nous avoir? D'abord, il est possible que dans certains cas, sur certaines questions, dans certains contextes, ce soit au contraire le camp qui défend quelque chose de faux, qui soit avantagé. Typiquement, si nous prenons des juges humains, il est facile d'envisager que la vérité s'avère être désagréable ou s'avère être complexe, plus longue à décrire qu'un mensonge, et donc qu'elle soit désavantagée. Si nous quittons le schéma parfaitement binaire et que nous avons une argumentation avec des espaces de solutions possibles plus larges, c'est-à-dire qu'en fait, le camp de la vérité dit forcément quelque chose de vrai, le camp du mensonge dit ce qui lui chante, eh bien il est vrai que le camp du mensonge a un espace des possibles plus large. La vérité peut être désagréable, ennuyante, voilà, avoir un certain nombre de défauts, tandis que vous avez la liberté de choisir un mensonge qui soit le plus convaincant possible. En échange, il y a quand même des vrais avantages à défendre la vérité dans un débat, notamment le fait que, in fine, l'information devrait vous être favorable, au moins en moyenne, au moins asymptotiquement. Un autre élément est que cette construction pourrait ne pas vraiment donner, inciter à être honnête, même pour le camp qui défend la vérité. C'est-à-dire que dans un certain nombre de cas, il est assez envisageable que le vrai, donc le fait d'être honnête à chaque étape du processus pour défendre la position qui est correcte, soit inefficace, soit faiblement convaincant. Et dans ce cas, on peut se retrouver à avoir un juge qui, certes, s'est fait inciter à répondre, à choisir la bonne réponse, plus qu'à choisir la mauvaise réponse, mais qui, en échange, a acquis une certaine quantité de savoir erroné au cours du processus. Donc, un autre problème, qui n'est pas un problème si nous nous contentons d'une réponse binaire, mais qui est un problème potentiellement si nous cherchons à ce que le débat soit informatif, nous pouvons nous retrouver entre deux débatteurs qui mentent ouvertement, constamment. Il y a des mensonges qui ne sont jamais corrigés parce que ce n'est pas efficace de les corriger, par exemple par manque de patience du juge, et donc il y a des mensonges qui sont passés, qui ont été retenus. Côté résultat, qu'est-ce qu'il y a eu pour l'instant? Un peu d'expérimentation avec le genre d'hypothèse dont je vous ai parlé plus tôt, à savoir le fait de voir à quel point nous pouvons utiliser un mauvais modèle de langage pour juger d'un débat entre des modèles de langage un peu moins mauvais, et un peu de résultats encourageants. Revenons sur cette hypothèse d'ailleurs, de l'usage d'un modèle de langage faible pour avoir un impact sur un modèle de langage fort. Cette image, vous l'avez déjà vue. Donc, nous avons la possibilité d'avoir un humain qui enseigne à une intelligence artificielle, c'est le schéma le plus classique, c'est je prends de la donnée, j'écris des labels, je m'en sers pour faire de l'entraînement. Nous espérons avoir des méthodes qui nous permettent de prendre des processus relativement similaires, de suivre des processus relativement similaires pour un système et un schéma plus complexe et pour enseigner à une entité plus intelligente, qui nous dépasse, dont nous attendons qu'elle utilise des processus que nous ne comprenons pas. Pour ce faire, nous prenons comme métaphore le fait d'enseigner avec un petit modèle pas très intelligent à un modèle plus intelligent. Une question que nous pouvons nous poser, qui rentre là-dedans, c'est à quel point est-ce qu'en pratique, je peux distiller du savoir que j'ai donné à un petit modèle pour le faire passer à un grand modèle, typiquement pour de l'alignement. Mettons que j'ai un petit modèle auquel j'ai fait comprendre une tâche de classification, une tâche de répondre à une question de manière efficace. Donc le petit modèle n'est pas forcément très compétent, mais il a été bien entraîné à répondre à la tâche du mieux de ses capacités. Et ensuite, j'ai un grand modèle, un modèle de fondation en fait, qui lui a beaucoup de savoir, qui a été entraîné sur quelque chose de beaucoup plus large, mais qui n'a pas été entraîné sur cette tâche précise. Donc c'est l'idée de, est-ce que je peux utiliser un entraînement spécifique à une tâche précise pour distiller ce savoir à un plus grand modèle et m'en servir pour fine-tuner un modèle de fondation en un modèle qui sache faire la tâche précise. Et donc c'est quelque chose qui nous intéresse à la fois parce que ça a un certain intérêt en soi,
mais aussi comme une sorte d'étude sur la possibilité que nous aurions de considérer l'humain comme le petit modèle qui a peu de savoir, mais qui en revanche a très bien compris la tâche, pour distiller l'alignement, disons ça comme ça, de l'humain à une entité plus intelligente, donc à un modèle de fondation qui a plus de savoir, plus de compréhension que nous. Une représentation ici, en sandwich, assez analogue à l'image que je vous ai montrée précédemment. Nous avons, en schéma classique, un système, un juge, des humains, peu importe, qui guide le système en produisant des données, typiquement. Cela fait une amélioration du système. Si le système est plus intelligent, si le système est plus capable, nous perdons la capacité de créer des données pour le guider, typiquement parce qu'il est en train de réaliser des tâches que nous ne savons pas faire. Nous sommes incapables de lui créer des exemples positifs, parce qu'aucun humain n'a jamais produit un exemple positif de la chose, typiquement pour du progrès technologique qui soit supérieur à ce que l'humain a fait, pour des recherches, pour du design de processeurs, pour citer l'application qui me vient à l'esprit qui soit la plus concrète pour l'instant. En métaphore de cela, nous prenons un non-expert, une entité qui soit moins bonne que le meilleur niveau humain et qui ait la capacité de juger à quel point le non-expert a été bon à guider le système plus compétent que le non-expert. Donc, typiquement sur la conception de processeurs, nous pouvons penser à avoir une situation où nous demandons à des gens, alors peut-être pas parfaitement ignorants de ce que c'est qu'un processeur, mais nous demandons à des gens moins compétents que le meilleur niveau humain de servir à produire la donnée, de servir à servir de guide, c'est élégant ça, de servir de guide pour les systèmes. Et nous avons des experts du domaine qui, eux, connaissent un grand nombre de choses, ont une meilleure capacité à juger ce qui est un bon design de processeur ou pas, qui vont évaluer à quel point le non-expert a été bon à guider le système pour qu'il réalise la tâche d'une manière qui nous satisfait dans les détails. Donc c'est ce schéma-là, sauf qu'en fait, nous avions un expert à placer ici. Une limitation sur le point auquel nous pouvons penser que les résultats que nous avons sur ce genre de choses, que les expériences que nous pouvons faire pour l'instant généraliseront bien si nous obtenons des entités super intelligentes, si nous cherchons à faire de l'entraînement par-delà notre capacité à produire des labels positifs, de la donnée avec des exemples positifs, c'est que pour l'instant, nos meilleurs modèles ont toujours eu accès indirectement, enfin nos modèles de fondation en tout cas, à de la donnée qui traduit d'une civilisation humaine qui a eu accès à la capacité de faire des modèles positifs, des exemples positifs, excusez-moi. Et ça, c'est une véritable différence, c'est-à-dire que même si nous prenons un modèle de fondation et nous prenons des gens qui ne sont pas très bons à faire des processeurs, mais qui ont quand même du savoir sur le sujet, et nous leur demandons de guider le système dans la production de processeurs, eh bien le modèle de fondation, lui, dans son dataset, quelque part, il y avait beaucoup de savoir sur ce que c'est qu'un processeur. Donc, certes, il n'utilisait pas ce savoir par défaut, nous avons voulu l'aligner vers la production de processeurs, mais néanmoins, c'est du savoir qu'il avait. En un sens, il connaissait déjà la tâche, au moins de manière abstraite, disons ça comme ça. C'était une hypothèse qu'a priori, nous perdons si nous passons à quelque chose de franchement plus intelligent. Et qui, je dirais, réduit la confiance que nous pouvons avoir dans notre hypothèse de généralisation entre des cas avec des modèles plus simples et des cas avec des modèles plus intelligents. Néanmoins, il y a quand même eu déjà de petites expériences pour le schéma que j'ai évoqué juste avant, sandwich, qui ont donné des résultats encourageants sur des cas de réponse à des questions à choix multiples. Donc des tâches peu créatives. Très bien. Oui. Je suis pas sûr d'avoir très bien compris comment se passe si vous donnez au sandwich. Ouais. Ouais. Qu'est-ce qui se passe vraiment dans le cas 3 en fait, qu'est-ce que fait le non-expert quand vous dites la personne qui, mettons, se connaît pas très bien Ouais. Qu'est-ce qu'il doit... Est-ce que vous pouvez résumer ce qui se passe dans... Enfin, qu'est-ce que ça s'appelle sandwicher, enfin faire ça quoi. Ok. Pardon ? Oui, pardon, c'est vrai. Micro. Oui, donc la question, c'est de savoir ce qui se passe dans le cas 3, c'est-à-dire exactement quelles sont les tâches que doivent suivre, satisfaire le non-expert et l'expert du domaine. C'est bien ça ? Oui, comment se passe le processus ?
Ok. Ce que je peux dire comme réponse ici, vu que c'est un paradigme assez général, c'est que le cas 2, c'est juste le 1 à partir d'un certain niveau de compétence. Le cas 3, c'est le cas 2 s'il s'avère qu'en fait, on avait quelqu'un d'autre au-dessus dans notre poche à mettre au-dessus. Donc typiquement, c'est une métaphore qui s'adapte à... C'est un exemple qui s'adapte mal au design de processeur, mais disons que notre moyen de distiller du savoir de l'humain ou de notre non-expert au modèle, c'est de faire du label de données. C'est juste de produire de la donnée avec des étiquettes. Quand je suis dans le cas 1, ce que je suppose, c'est que l'humain est meilleur que le modèle à accomplir la tâche en question, et donc il produit de la donnée qui contient du savoir que le modèle n'a pas encore, et en cela le guide, et en fait a la capacité de juger aussi. C'est-à-dire que notre baseline, c'est l'humain, qui va pouvoir juste produire la donnée, faire l'entraînement, ou l'entraînement est fait, peu importe, et ensuite juger de la qualité de la réponse. Okay. Cas numéro 2. La même chose, en théorie, mais nous avons maintenant un système qui a dépassé la compétence humaine, ou en tout cas la compétence des humains que nous avions ici, à la tâche précise. Donc imaginons que nous avions une tâche de classification d'images. Maintenant, nous avons un modèle qui est meilleur que l'humain à classifier les images en accord avec les catégories qui nous intéressent. Okay. Et ensuite, la différence avec le cas 3, c'est le fait que, certes, ce modèle a dépassé les humains que nous avions, ou auxquels on s'intéresse ici, qui cherchaient à accomplir la tâche, qui cherchaient à produire des données, qui cherchaient à juger du résultat, mais il existe en fait d'autres humains, plus compétents sur ce sujet, qui ont la capacité de juger du résultat de la machine. Une métaphore qui me vient à l'esprit, analyser des radios dans un contexte médical. Nous avons des techniciens qui sont plus ou moins compétents, nous avons des docteurs qui sont franchement plus compétents à la lecture de radio, et nous cherchons à utiliser nos techniciens pour entraîner un système à lire des radios, pour repérer une pathologie, n'importe laquelle. Au bout d'un moment, nous obtenons un système qui est meilleur que les techniciens à repérer la pathologie sur la base de la radio, mais il s'avère que nous avons quand même accès à des experts qui ont cette compétence mieux que le technicien d'une part, et que le modèle d'autre part. Ou d'ailleurs, nous pouvons considérer comme un expert du domaine, donc au-dessus du reste, le fait d'avoir accès à une réalité terrain. Typiquement, pour la pathologie, s'il y a des symptômes qui les rendent évidentes, mais 6 mois plus tard, eh bien, il suffit que les radios soient un petit peu vieilles et nous avons accès à cette donnée. Donc, dans ce cas-là, l'expert, en fait, ce ne serait plus un humain, ce serait juste le fait qu'il suffit d'attendre 6 mois pour avoir la réponse. Est-ce que c'était clair? Oui. À moitié, ok. Mais du coup, maintenant, je me demande, est-ce qu'on est toujours dans le setup où on considère qu'il y a un juge qui doit... Tout à l'heure, vous aviez introduit une histoire de... Il y avait un débat, puis il y avait un juge qui devait essayer de convaincre. Est-ce qu'on est toujours cet aspect-là ou ça n'a... Ça n'a rien à voir. Pardon, je réalise que je n'ai pas été assez clair là-dessus, du coup. Sur le fait donc que... Donc ici, le nom de l'expert, en fait, il n'est plus... là, c'est juste, on essaie d'entraîner un système via un expert, et le nom de l'expert, il n'a pas à juger est-ce que l'entraînement s'est bien passé. Un expert. Alors... Ok, pardon, je réalise que je dois répéter la question, parce que j'ai oublié de faire à étape intermédiaire. La question à étape intermédiaire, c'était de savoir si nous parlions encore dans le cadre du contexte où il y a un juge et 2 modèles qui débattent. Ce à quoi la réponse était non. Quant à la question que tu viens de poser, si je l'ai bien comprise, c'est le fait que nous ne sommes plus dans un contexte où il y a un juge, et donc le non-expert qui sert à faire l'entraînement n'a pas besoin de juger du résultat du modèle. C'est ça? Ok. Alors, oui et non. C'est-à-dire que si effectivement il se contente de produire de la donnée étiquetée, non. En revanche, nous nous intéressons à la capacité à produire de la donnée, guider, faire de l'alignement quand l'entité a dépassé la compétence du non-expert. Et alors, un premier élément, c'est notre capacité à juger d'à quel point les choses se sont bien passées, donc d'à quel point l'entraînement et à quel point la compétence du domaine sont satisfaisantes. Et de manière générale, ce cadre-là,
ça se veut être une représentation de l'entraînement et du jugement de modèles pour ensuite pouvoir les déployer en leur faisant confiance. C'est-à-dire que ici on s'intéresse à l'idée que nous sommes capables d'aligner, que nous serions ou non capables d'aligner, de contrôler, de guider des entités qui soient plus intelligentes que nous, encore une fois sur les tâches qui nous intéressent. Du coup, certes, on peut se dire que dans le fond, le jugement n'est pas nécessaire, parce que la seule chose qu'on veut, c'est avoir que l'entité compétente est alignée à la fin. Néanmoins, ce qui nous intéresse ici comme cadre, c'est de juger à quel point utiliser des non-experts pour guider les systèmes, c'est quelque chose qui a marché. Et donc dans ce cas, c'est ce qu'on a à droite, le fait d'avoir récupéré la capacité de juger du résultat de ce processus d'alignement. Donc ça nous permet de tester justement la qualité du processus d'alignement. Est-ce que c'était clair? Ok, très bien. Merci. Pas d'autres questions avant que je passe à la suite? Ah, très bien. Alors, ça nous en avions parlé, oui c'est bon. Et étape suivante, accéder au raisonnement. Donc, la clarification d'ailleurs sur le fait que nous ne parlions plus dans le cadre du débat. Donc j'avais juste en section 1 des concepts généraux qui s'appliquent au reste. À part ça, ce que je fais ici, c'est vraiment une simple énumération de différentes méthodes qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Même si, bien sûr, il peut y avoir des concepts qui se rejoignent entre les deux. Donc, pareil, je passe en partie 4 sur le fait d'accéder au raisonnement. Nous oublions ce que je viens de dire. Donc, accéder au raisonnement. L'idée ici, c'est que nous voulons avoir accès non seulement aux résultats que nous donne un système d'intelligence artificielle, mais aussi aux étapes de raisonnement par lesquelles il est passé. Je précise que cela rentre dans le cadre plus générique de Explainable AI, XAI parfois appelé, donc le fait de pouvoir comprendre le pourquoi d'une décision d'un système d'intelligence artificielle. Ici, en le comprenant parce que nous comprenons son raisonnement, mais dans Explainable AI, nous avons aussi parfois le simple fait de comprendre une justification qui n'est pas nécessairement celle qui a amené un système à une réponse. Deux concepts liés au fait d'avoir accès au raisonnement. D'abord, Externalized Reasoning Oversight, qui est, alors si on oublie le mot oversight, le fait d'avoir accès à du raisonnement externalisé, qui est hors du modèle que nous pouvons examiner en l'état. Typiquement, une justification textuelle, c'est-à-dire qu'en plus d'une réponse, nous avons accès à un texte qui correspond aux étapes de raisonnement par lesquelles le modèle est passé, ou nous pourrions imaginer aussi avoir accès à des crédences qu'un modèle avait dans un système qui ont évolué au cours du temps. Ce serait par exemple le cas si notre système s'éloigne d'un transformer, d'un modèle de langage et ressemble plus à un réseau bayésien, dans lequel nous avons différentes affirmations pour lesquelles nous avons des crédences qui évoluent. Cependant, ici, nous allons plus nous intéresser au cas du modèle de langage pour lequel, a priori, l'externalisation correspond plutôt à de la verbalisation. Donc une série d'étapes de raisonnement, de justification, de « je pense que X », de j'ai maintenant déduit cette affirmation, je peux en servir pour procéder jusqu'à l'étape suivante. Justement, chain of thought, donc c'est le cadre où, soit par le prompt directement, soit par d'autres moyens, nous obtenons du modèle de langage qui nous donne ces étapes de raisonnement. Le plus classique étant juste de lui demander « justifie d'abord ta réponse », puis arriver à une conclusion. Et nous considérons que cela est plus ou moins des étapes de raisonnement, même s'il reste vrai qu'il n'y a pas un processus interne dans la structure d'un transformer qui va exactement suivre structurellement le raisonnement par étapes à la manière où un humain le ferait. Il reste vrai que chaque étape du raisonnement a été prédite sur la base des étapes précédentes, y compris la conclusion. Que donc la conclusion a été prédite après que nous soyons arrivés à l'antépénultième étape du raisonnement. Cela est connu pour améliorer les résultats des modèles de langage dans les contextes qui s'y prêtent, c'est-à-dire où il y a un raisonnement, un minimum logique, bref, où un humain justement pourrait vous détailler un raisonnement. Donc, petit exemple que je ne vous encourage pas forcément à lire en entier. La première fois, nous avions demandé directement une réponse numérique sur un petit schéma logique. Il se trompe. Finalement, nous demandons de justifier son raisonnement, donc de commencer par nous donner les étapes. Nous avons une série d'affirmations, chacune facile à prédire sur la base de la précédente, et à la fin, une réponse correcte. Donc,
Il y a une qualité en termes de capabilities, donc d'augmentation des capacités du système, à avoir demandé d'obtenir des étapes de raisonnement valides. Ouais. Qu'est-ce que c'est du coup la différence entre ça et l'externalization? Je reviens juste avant peut-être. Donc, la différence entre Chain of Thought et Externalized Reasoning Oversight? Oui, avec un texte. Si on lui demande d'expliquer le reasoning sur un texte, finalement c'est un peu similaire, non? Alors, donc, pour répéter la question, c'est à quel point est-ce qu'il y a une différence entre les deux, notamment si on demande d'expliquer le raisonnement sur un texte, les deux sont similaires. Tout à fait. D'ailleurs, le Chain of Thought, c'est pour peu que le raisonnement corresponde à peu près à ce qui se passe, un cas particulier du Externalized Reasoning. Voire même, si on s'intéresse uniquement à des modèles de langage, si on externalise que par verbalisation, donc avec du texte humain dans le même langage que ce qui a produit le raisonnement, que ce qui est le résultat du raisonnement, alors effectivement, les deux sont la même chose pour ce qui nous intéresse. Cependant, Externalized Reasoning Oversight, c'est quand même un concept plus générique, au sens où il existe d'autres formes d'externalisation du raisonnement de systèmes d'intelligence artificielle. Typiquement ici, nous parlons beaucoup, c'est vrai, d'IA au sens marketing du terme des dernières années, c'est-à-dire transformers, modèles de langage, deep learning, mais si on rentre dans le cadre des systèmes experts, si on rentre dans le cadre de l'IA plus symbolique, l'externalisation, a priori, elle serait très différente d'une représentation textuelle. Voilà. Merci. Donc, je disais, oui, voilà, que le fait de faire du chain of thought, c'est une augmentation des capacités du système, d'une part, mais c'est aussi intéressant pour pouvoir, d'une part, valider le raisonnement juste en le regardant, mais aussi comme un moyen de faire d'autres processus de vérification sur le raisonnement. Un que je citerai rapidement ici, c'est le fait que l'on peut demander un raisonnement sous cette forme, ensuite le traduire vers des représentations symboliques de la logique formelle, et ensuite faire des vérifications étape par étape par des systèmes tiers qui permettent de faire de la validation de logique formelle, et ça c'est quelque chose d'acquis que nous savons faire, pour vérifier chaque étape du raisonnement. Alors bien sûr, pour que ce soit possible, il faut que nous puissions traduire chacune des étapes de raisonnement en quelque chose de logique, de manière à ce que le raisonnement dans son ensemble soit à peu près traductible en une logique formelle. Néanmoins, c'est quelque chose que nous pouvons vraiment faire et potentiellement utiliser pour vérifier certaines étapes du raisonnement d'une manière qui nous paraîtra vraiment fiable. Parce qu'a priori, les vérifications en logique formelle, c'est quelque chose qui est considéré comme digne de confiance. Autre chose d'intéressant que nous donne l'accès aux étapes de raisonnement, donc ici toujours avec du chain of thought, c'est que si nous avons en phase d'entraînement accès à des étapes de raisonnement, nous pouvons faire directement une copie des étapes de raisonnement, c'est-à-dire juger le système non pas seulement sur ses résultats, sa capacité à bien prédire la réponse à une question ou à bien prédire la suite dans un texte de manière générale, mais aussi le juger sur la qualité des étapes de raisonnement. On lui donne des questions logiques, mathématiques, ce genre de choses. On ne veut pas juste qu'il ait répondu avec à la fin quelque chose de vrai, on veut qu'il ait répondu avec uniquement des étapes qui sont valides. Et si nous cherchons à copier le comportement d'un expert, alors nous pouvons demander aussi à l'expert de produire dans la donnée non seulement des conclusions valides, mais aussi des raisonnements valides, et entraîner complètement sur le fait de copier les raisonnements. Un petit bémol ici, c'est vrai, c'est le fait qu'il existe souvent plusieurs manières de réfléchir pour arriver à une même conclusion, mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas intéressant de chercher à copier le processus de raisonnement précis qui a été suivi par ailleurs. Alors si on imagine un humain, il est difficile d'imaginer demander à quelqu'un de produire autant de textes, mais ne serait-ce que le processus de raisonnement qui est produit par un système expert, si on veut pouvoir copier les capacités d'un système expert sur un cas donné. Donc, dans le cadre du procedural cloning, nous avons de la donnée qui contient en plus les étapes de raisonnement. Et quand nous entraînons le modèle, nous lui demandons non seulement d'avoir produit la bonne conclusion, donc ici nous avons une action étant donné une situation, mais de manière générale, pour son entrée, d'avoir donné la bonne sortie, mais en plus nous lui demandons d'avoir des étapes de raisonnement qui correspondent à celles que nous attendrions de l'expert, à celles que nous avons dans notre baseline, dans notre jeu de données, bref, peu importe. Quelques bémols. Si nous voulions faire de la vérification par un humain, eh bien ça devient a priori impossible si nous utilisons beaucoup ce genre d'approche, étant donné que
Nous voulons a priori pouvoir construire des outils qui utilisent des modèles d'intelligence artificielle et ne pas avoir à ce qu'il y ait un humain qui relise chaque ligne à chaque fois. Et une possibilité qui, pour ce que j'en sais pour l'instant, n'est pas trop avérée, c'est la possibilité d'avoir des systèmes qui produisent des étapes de raisonnement, qu'ils utilisent effectivement pour arriver à la conclusion, mais pas de la manière que nous croyons. Typiquement, imaginez que vous deviez prendre des notes pour arriver à une réflexion, et vos notes sont surveillées par une entité tierce qui veut vous dissuader de réfléchir d'une certaine manière. Donc vous voulez réfléchir. Cependant, vous savez aussi que vous ne pouvez pas atteindre votre résultat sans prendre de notes. Une possibilité, ce serait d'encoder la véritable note dans une note plus large que vous prenez. Pour faire très simple et un peu joué, il n'y a que le premier mot des lignes qui compte. C'est comme ça que tout le raisonnement est fait. Et à part ça, tout le reste, c'est juste de la décoration pour faire plaisir à la phase d'entraînement. En termes de résultats, alors comme je l'ai dit, il est assez établi que dans certains cadres, le fait de passer par du chain of thought améliore les capacités, améliore la qualité des réponses, améliore la fiabilité. Il y a aussi déjà eu des tentatives pour faire passer le modèle par du chain of thought, traduire vers du formel, vérifier de manière formelle cette traduction et ensuite s'en servir pour évaluer la capacité du modèle, voire relancer le modèle si nous sommes insatisfaits de la validité des étapes, ce genre de choses. Avec des résultats concluants. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui a marché. Imparfaitement, bien sûr. Alors, je regarde le temps qui nous reste. Oui, très bien. 5e point, l'amplification itérée. Donc ici, le concept, ça va être que nous pouvons prendre un modèle, l'améliorer, utiliser le résultat de cette amélioration pour produire un autre modèle légèrement meilleur, l'améliorer, et ainsi de suite. Donc, alterner entre le modèle en tant qu'apprenant et le modèle en tant qu'enseignant, itérer, et avoir quelque chose à la fin qui se soit amélioré juste par le fait de l'amplification régulière. Donc, obtenir plusieurs fois le bénéfice de l'amplification. Qu'est-ce que c'est qu'une amplification ? Une amplification, c'est le fait d'améliorer les capacités sans produire un nouveau modèle. Donc, ce que j'ai écrit ici en disant sans plus d'entraînement. Nous utilisons d'autres techniques qui améliorent le résultat sans avoir à retoucher au modèle. Plusieurs instances, enfin plusieurs méthodes. D'abord, prendre plusieurs instances d'un même modèle avec une température non nulle, donc avec de l'aléatoire. Et utiliser, si on imagine qu'on fait quelque chose comme de la classification ou même de la prédiction de prochains tokens, un système de vote entre les différents modèles. L'idée étant ici de réduire la variance et d'éviter d'avoir un manque de chance. Nous pouvons fournir un assistant, alors soit utiliser un modèle comme un assistant, soit utiliser un modèle comme un assistant d'un autre modèle, soit utiliser un autre système comme assistant du modèle, un système expert, un système de vérification. On pourrait compter là-dedans le fait d'utiliser une calculatrice, donc le fait de donner des modules d'outils à des modèles de langage, comme ça commence à être fait. Donc pareil, nous avons le modèle qui a sa capacité propre, et nous lui donnons un petit peu de capacité par ailleurs. Il a le droit d'appeler à l'aide quand il en a besoin sur les tâches pour lesquelles il est mauvais. Nous pouvons décomposer la tâche, alors soit décomposer la tâche pour lui à l'avance, donc plutôt que de lui poser une question globale, nous utilisons un autre processus qui va couper cela en une série de petites questions. Soit nous pourrions juste lui demander de décomposer la tâche lui-même, ce qui, de la même manière que Chain of Thought, va améliorer ses capacités. Dans certains cas, bien sûr. Donc si nous lui demandons juste, plutôt que de répondre directement à nos questions, trouve 3 sous-questions qu'il faudrait te poser qui permettraient de progresser vers le fait d'obtenir la réponse à la question que nous cherchons à te poser au final. Et enfin, nous pouvons lui donner un système de vérification d'erreurs extérieures. Donc par exemple, ce que j'ai cité un peu plus tôt avec le Chain of Thought et la vérification formelle. Donc le fait de lui éviter certaines erreurs que lui, il ferait sinon. Donc ça, c'est l'amplification. Des techniques, et il y en aurait d'autres à citer, pour améliorer la capacité d'un modèle sans changer ce qu'est le modèle. Et l'idée que je viens de vous décrire déjà, c'est nous avons un enseignant T au début, il enseigne un modèle S, nous amplifions S avec une des techniques que je viens de citer, nous obtenons S', S' devient un nouveau enseignant, et on boucle. On fait ça plusieurs fois. Et on a des modèles qui, si tout se passe bien, sont de mieux en mieux. De mieux en mieux dans le sens de l'amplification. Et l'intérêt, c'est que nous pourrions faire de l'amplification qui va augmenter la confiance que nous avons dans le modèle, qui va augmenter sa fiabilité.
Typiquement, si le problème dont nous avions peur, c'est que le modèle commette des erreurs, nous pouvons utiliser un système d'error checking. Si nous avions peur que le modèle nous mente et que nous avons accès à des étapes de raisonnement interne, nous pouvons utiliser un système tiers qui va relancer le modèle s'il y a des preuves de mensonge ou de volonté de mentir dans son raisonnement. Nous pouvons juste juger en partie sur ces résultats et pareil, relancer pour épurer les résultats qu'il nous donne et n'avoir que les résultats que nous avons considérés sûrs ou de suffisamment haute qualité. Bref, nous amplifions dans la direction qui nous intéresse. Quelque chose d'intéressant au moment de transformer le modèle en enseignant, c'est la distillation. Donc le fait que avec l'amplification, potentiellement, nous avons créé un système plus gros que notre système d'origine. Et ce système plus gros, nous voulons pouvoir prendre son savoir pour la tâche qui nous intéresse et le faire se retrouver dans un système plus petit. Par exemple, supposons qu'on parte d'un humain qui a une performance sur une tâche, peu importe. Nous faisons de la distillation pour arriver à un autre modèle, moins complexe, moins gros qu'un humain. Et ça, c'était notre première étape. Donc là, pour l'instant, nous avons juste fait du machine learning de manière assez classique. Nous avions un humain, il y avait des questions, l'humain a répondu aux questions, ça nous fait un jeu de données, nous entraînons un modèle, c'est ce qu'on appelle ici la distillation, ça produit un modèle. OK. Maintenant, on donne à l'humain accès au modèle, et ça fait quelque chose d'un peu meilleur. Alors pourquoi est-ce que ce serait intéressant? Pourquoi est-ce qu'on peut considérer que en donnant accès à un humain à un modèle qui a été entraîné sur cet humain, j'ai amélioré l'humain? On pourrait se dire, le modèle ne contient que du savoir qui vient de l'humain, du coup le modèle est moins bon que l'humain, d'accord, c'est raisonnable. Pourquoi est-ce que ça améliore ici? Un élément de réponse, pour le cas humain, ça peut juste être le fait d'être capable de sous-traiter, excusez-moi, certaines questions à une autre entité. Imaginez que je vous donne là tout de suite accès à une entité qui est en gros comme vous, un tout petit peu plus bête, genre vous mais les jours où vous n'êtes pas concentré, mais qui pense beaucoup plus vite et que vous pouvez paralléliser. Vous pouvez faire des appels récursifs, tout ça quoi. Je pense que vous seriez capable d'utiliser cette entité pour améliorer vos résultats au final à un certain nombre de tâches. Par le simple fait juste d'avoir accès à plus de temps, plus de patience, au prix d'être un peu plus bête. Donc, c'est juste, vous avez quelque chose à faire, vous déléguez à vous mais en un peu plus bête. Ok. Donc ici, nous avons pris un humain, nous lui avons donné accès au modèle qui a été entraîné sur cet humain, et ça améliore la performance. Ça, c'est un système. Nous faisons de nouveau une distillation, nous arrivons à un nouveau modèle, et ainsi de suite. Donc c'est un cas un peu différent peut-être, où nous pouvons considérer que nous suivons le schéma que j'ai évoqué un peu plus tôt, de juste faire des modèles, les amplifier et les transformer en enseignant. Mais notre moyen d'utiliser un modèle, à chaque fois, c'est de le donner comme assistant à un humain. Et notre premier modèle, c'était juste un humain. Petit schéma de modèle de départ, amplification, ça devient un nouveau prof, nouveau modèle de départ, réamplification, ça devient un nouveau prof, ainsi de suite. Quelques problèmes que nous pouvons évoquer. Si nous avons pris le schéma que je viens d'évoquer avec un humain dans la boucle, alors meilleur est notre système, moins l'humain dans la boucle est pertinent. Supposons que la distillation se passe très bien. Au bout d'un moment, nous avons créé des sous-modèles qui sont aussi compétents que l'humain que nous avions à la base. Et donc, ce paradigme que j'évoquais un peu plus tôt, de dire je vous donne accès à vous mais en plus bête, ou vous mais en moins concentré, on le perd. On est dans un contexte différent, et donc potentiellement, la qualité de la réponse est de moins en moins fournie par l'humain, et donc nous avons de moins en moins la capacité d'utiliser notre humain pour guider dans la direction, pour faire l'amplification. Typiquement, l'amplification en alignement, si nous évoquions plus tôt. Également, il peut être possible qu'il y ait des erreurs de l'éloignement en alignement qui s'accumulent avec le temps, au fur et à mesure que nous bouclons, et qui soient difficiles à corriger, ou même que nous ne détections pas. Donc, c'est-à-dire que le processus d'amplification potentiellement ajoute des erreurs. Ce que j'ai évoqué, au moins à mon propre instinct, paraîtrait peu susceptible de créer des erreurs, au sens où ils sont de la correction, mais ça peut être le cas. Ça peut introduire du biais pour des raisons plus ou moins complexes, on pourrait en citer certaines. Et ça donne le potentiel qui est de l'erreur qui s'accumule parce que nous avons un processus qui boucle, et qui à chaque fois repasse parce qu'il lui faisait produire des erreurs. Côté résultat, je ne connais pas d'expérience qui ait vraiment cherché à faire ça avec
typiquement plusieurs qualités de modèle avec une boucle, avec un humain dans la boucle ou ce genre de choses, même si on peut considérer que c'est organiquement en train de se produire, au moins avec la génération artistique. C'est-à-dire que il est clair que l'usage commercial de la génération d'images à vocation artistique marche, ça intéresse les gens et les gens s'en servent. Il y a des gens qui s'en servent pour faire de la production artistique, qui obtiennent des capacités qui justement ressemblent beaucoup à cette idée de moins en moins bon mais plus rapide. Le cas classique que je connais, c'est de s'en servir pour faire des décors, pour faire une première base, ce genre de choses. Et donc, au fur et à mesure que nous continuons d'entraîner des modèles de génération sur la base de ce que nous trouvons sur Internet, qui est de plus en plus produit par des artistes qui ont eu accès à des modèles de génération, en fait, de manière informelle et un peu floue, où le nombre d'étapes exactes du processus n'est pas clair, nous sommes en train de passer par ce processus de boucle et d'itération d'amplification pour le cas de génération d'images. Cependant, pareil, je ne serais pas capable de vous commenter la qualité du processus et le point auquel il a un effet positif ou négatif. Petite précision, le fait qu'il n'existe pas d'expérimentation formelle là-dessus, à ma connaissance, ne signifie pas qu'il n'en existe pas, bien sûr. Je ne vous donne pas la garantie qu'il n'y en a pas.